Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être ce matin devant vous. C'est un grand plaisir d'être aux côtés de Michel Rocard. Il m'a martyrisé, c'est vrai, mais nous l'avons un peu martyrisé aussi. Pas trop. Pas trop. Eh bien, c'est réciproque. Je voudrais te remercier, Olivier, pour cette invitation qui était inattendue la première fois où tu l'as formulée. Bref, sur les préliminaires, je me trouve dans la même situation que celle décrite par Michel. J'étais éclaireur unioniste comme lui, je suis devenu agnostique. Je reste fidèle à tout ce que la réforme m'a apporté et a apporté à la culture, en matière d'éducation de la raison, de formation du jugement. Et donc, c'est un peu à ce titre, sans doute, que Olivier m'a invité. Je dois citer aussi le fait qu'il m'avait précédemment attiré dans une autre aventure, comme président de l'association Paul Ricoeur. Je pense qu'il y a aussi un petit lien avec cela. D'ailleurs, pour préparer cette courte intervention, je suis revenu à un texte de Paul Ricoeur de 86, je crois. 85, oui. 85, quelque chose comme ça, qui s'appelle précisément Éthique, politique et économie. Donc, je me suis senti sur le terrain que nous avions à traiter pour ce matin. Celui-là, je ne le connais pas, vous m'en avez copié. Ah, copié également. Ah ben, il est disponible en librairie, celui-là, ça c'est... Et éthique, politique et économie, donc en partant comme Ricoeur, sont trois axes naturels pour aborder l'étude de la société. L'économie, c'est lutter contre la rareté, pour être très très bref. Politique, c'est surmonter les divisions de la société. L'éthique, la philosophie politique, c'est donner un sens à la vie sociale, à la vie en société. Alors, pour ce qui me concerne, étant économiste, comme l'a rappelé Olivier, je vois assez naturellement deux axes suivant lesquels on peut repérer les champs de l'économie et de la politique. Deux axes qui sont l'efficacité, la rationalité d'un côté, et la justice de l'autre. Et donc dans un plan, on peut tracer assez facilement deux cercles pour représenter ce que sont les domaines de l'économie et de la politique. L'économie, on voit bien que c'est un sous-ensemble qui est plutôt tourné vers l'efficacité, la rationalité pure, comme l'a dit Michel à propos du marché, et qui intègre la dimension de justice, avec un peu de maladresse, on va dire. Et puis la politique, c'est plutôt l'inverse. Il y a la pression de l'électorat, et donc c'est un domaine dans lequel la pression de la justice, au fil des décennies, des siècles, des 2 siècles que nous avons, qui ont été traversés par le capitalisme depuis la révolution industrielle, la politique s'est de plus en plus tournée vers la justice et est confrontée en même temps au problème de l'efficacité. Elle ne peut pas s'y soustraire. Cette représentation est utile, par exemple, pour mesurer ce que sont les conséquences de la globalisation. La globalisation, c'est une situation qui durcit les contraintes auxquelles sont confrontés les gouvernements nationaux, qui rétrécit donc les arbitrages possibles entre justice et efficacité, et qui multiplie les contraintes auxquels les gouvernements sont confrontés au moment où les difficultés sociales que nous connaissons bien multiplient les attentes en matière de protection, en matière de définition de nouvelles formes de justice. Alors, cette représentation permet assez bien de représenter la diversité des combinaisons que l'on observe entre les principales économies avancées, les principales sociétés, principales nations, des arbitrages qui sont plutôt favorables au marché, comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, des arbitrages qui sont plutôt favorables, qui sont favorables à un meilleur équilibre entre justice et efficacité dans les économies européennes continentales, mais là aussi avec de grandes variations entre ceux pour lesquels la combinaison efficacité-justice a été menée à un point plus avancé, comme dans les pays scandinaves, et ceux dans lesquels cette combinaison est plus difficile à réaliser, comme peut-être dans les économies d'Europe du Sud. Enfin, vous voyez qu'avec cela, on peut se donner une représentation des mondes de l'économie et de la politique qui permet de décrypter beaucoup de situations différentes des nations et beaucoup d'évolutions dans le temps. Comment intervient alors
l'éthique ou que je lis dans cette réflexion à la philosophie politique. Bien naturellement, elle est branchée sur ce que je viens de dire par un axe très clair qui est celui de la justice. Et d'ailleurs, Michel y a fait allusion. Mais, et il y a aussi mentionné plus brièvement, mais l'éthique et la philosophie politique sont aussi confrontées à une seconde exigence qui est celle de la liberté. Et il nous faut à ce moment-là tracer un second repère dans lequel les deux axes sont liberté et justice, entre lesquels la réflexion se développe selon deux axes de directions différentes. Il y a une façon de penser la relation entre justice et liberté qui consiste à les voir comme complémentaires, c'est-à-dire que tout progrès en faveur de la justice est aussi un progrès en faveur de la liberté. Et puis, il y a, et c'est une façon de penser qui, je crois, est assez naturelle dans un milieu réformé français. Et puis, il y a une autre façon de voir qui voit justice et liberté comme des exigences contradictoires, c'est-à-dire que toute entorse au principe de la liberté, au nom de la justice, mérite d'être justifiée et considérée comme difficilement justifiable. Et c'est une réflexion que l'on trouve dans la tradition philosophique anglo-américaine, où le primat absolu de la liberté est un des fondements de l'ordre social. Alors voilà comment interagissent, à mon avis, les trois sphères, c'est-à-dire que les deux, première, l'économie et la politique, sont intimement associées en étant des ordres opérationnels, pratiques, et la philosophie politique intervient dans un registre un peu différent. C'est dans cela que je me distingue de ce qu'avait écrit Paul Ricoeur, peut-être sur certains points, Olivier me dira. L'éthique est d'une certaine manière en charge, un peu comme l'a fait Michel avec ses nombreuses questions, en charge de guider le jugement dans la définition des compromis inévitables qu'il faut faire dans les questions économiques et politiques. Alors dans cette somme de questions qu'il a posées, il y en a certaines qui se réfèrent dans la distinction traditionnelle de Weber à l'éthique de la responsabilité, de l'exercice du pouvoir, et d'autres à l'éthique de la conviction. Et donc pour tourner vers deux questions que je souhaitais lui poser, j'avais j'ai un très grand nombre de questions que je pourrais poser dans le prolongement de son intervention, mais je voudrais en poser deux qui me tracassent beaucoup sur l'état de la France d'aujourd'hui. Pour l'introduire de manière un petit peu piquante, je dirais que en rangeant ma bibliothèque cet été, je suis tombé sur un numéro du Débat, alors vu le Débat que tout le monde connaît bien, qui datait de janvier-mars 1986. Donc ça ne rajeunit pas. Le premier article était « Une méthode en politique, Michel Rocard, entretien avec François Furet ». Alors j'ai lu cet article avec beaucoup d'intérêt pour préparer cette intervention. Michel Rocard me demandait s'il n'y avait pas trop de bêtises. Je lui ai dit « C'est d'une parfaite actualité. La politique en France n'a pas bougé d'un iota. Nous en sommes exactement au même point. » C'est malheureusement la conviction que je tire de l'observation par rapport à beaucoup d'autres pays, de beaucoup de débats politiques dans ce pays. Je vois ce qui a changé dans le monde depuis 1986, depuis que vous étiez à Matignon en 1988. Le monde a partout changé, la politique a partout changé, aux États-Unis, en Allemagne, en Russie bien sûr, en Chine, n'en parlons pas, au Brésil, partout, en Turquie, où j'étais hier, partout la politique a complètement changé. La France est, j'ai peur, le seul pays au monde dans lequel on pourrait prendre Michel Rocard aujourd'hui avec François Furet et il demanderait, voilà, alors, tenez, j'ouvre vraiment au hasard, vous avez vu, hein, j'ai deux notes, mais fondamentalement, demande François Furet, pensez-vous que nos sociétés sont arrivées à un seuil de pression fiscale maximum? C'était en 1986. Réponse de Michel Rocard, c'est plausible. On le reconnaît bien là. Hein. On le reconnaît bien là. Bon, ben c'est plausible. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste plausible?
Malheureusement, oui. Voilà. Bon, voilà. Nous en sommes là. Alors j'ai deux questions. Donc, la première, c'est, dans ce pays, il me semble qu'il y a une sorte d'immaturité gouvernementale généralisée. Hein, disons-le, immaturité gouvernementale généralisée. Alors là, juste pour faire plaisir, je vais vous citer non pas du Michel Rocard, parce que vous venez de l'avoir dans le texte, mais un texte. Alors maintenant, vous savez que c'est de 1986, ça perd un peu de son piquant. Mais quand même, je trouve que c'est assez amusant. La France attendait qu'on la rassure et qu'on lui propose qu'on la gouverne et qu'on la gouverne autrement. Le changement, les Français traduisirent ainsi, c'est gouverner ouvertement, à tout vent, au gré de tel corporatisme, aigreur d'opinion, foucade de jeunes ministres. Et tant pis si le Conseil des ministres ignore l'impératif du huis clos. Tant pis si chaque ministère y va de ses projets et le gouvernement de démenti en communiqué. Et tant d'autres immaturités dont il faut repasser les séquences décisives. J'ai honte de conclure, de lire la fin de la phrase qui se termine par dire « pour comprendre par où la gauche va perdre le pouvoir ». Voilà. Alors, si par hasard vous trouvez un quelconque rapport avec l'actualité, c'est que vous êtes bien écouté. Alors, question à Michel Rocard. Comment se fait-il dans ce pays qu'entre l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction, on navigue à l'agonie avec, me semble-t-il, cette sorte d'immaturité politique perpétuelle. Ça, c'était donc un peu l'éthique de la responsabilité, si on veut. Et puis, seconde observation, là je me tourne vers l'avenir, donc vers l'éthique de conviction, vers ce qu'il faut savoir formuler pour tirer le pays vers l'avenir qui lui est promis. Alors là, vous savez que le débat c'est 86, mais je ne vous dis pas de quand ça date. Donc il y a eu un secrétaire général de la CGT, dont vous avez oublié le nom, mais et moi également bien sûr, peut-être pas Michel, qui s'appelle Victor Griffuel. Vous connaissez Victor Griffuel? Dites pas quand c'est, dites pas quand c'est. Et voilà, on lui pose cette question. Si on assurait aux travailleurs une sécurité en matière de maladie, de chômage, d'accident du travail, d'aide à la famille, resteriez-vous un révolutionnaire? Et la réponse de Griffuel a été « mais c'est que la révolution aurait été faite ». Bon. Ce texte date de 1910. Aujourd'hui, où dans ces grandes lignes, ce programme a été réalisé, on n'a pas le sentiment que la révolution a été faite. Une grande partie du programme historique du mouvement ouvrier a été réalisée, et l'un des idéaux du mouvement ouvrier, faire en sorte que l'ouvrier se définisse autrement que comme un instrument de production, a été bien partiellement réalisé. Aujourd'hui, pour le socialisme, il s'agit de définir un programme qui ne soit plus celui du XIXe siècle. Comme je vous le dis, on est au point où on en était en 1986. Ce texte est cité par Jacques Julliard, dont l'ouvrage plus complet est paru sur cette histoire de la gauche est paru l'an dernier. Deuxième question, donc, qui tourne vers l'éthique de conviction. Comment se fait-il que la gauche, après avoir plus ou moins, il y a des lacunes, il y a des progrès à faire, il faut compléter la formation de telle ou telle prestation sociale. Bien sûr, il y a des progrès à faire. Mais on voit bien, comme le disait Julliard en 86, que l'essentiel du programme, de la vision, de la conviction qu'il était possible de faire une société différente, ce programme a été pour l'essentiel réalisé. Quelle est aujourd'hui la vision qu'il faudrait développer? Comment se fait-il que la gauche soit dans l'incapacité de faire un pas supplémentaire à l'idée que l'émancipation reste une question ouverte, parce qu'on voit bien que la question de la sécurité sociale n'était pas la fin de l'histoire. Voilà, je pense que je m'arrête là. C'est déjà très bien. La règle du jeu veut que je réponde maintenant un peu? Oui, on prend, je dirais, 10 minutes de conversation, si vous voulez bien. Oh, je vais essayer de ne pas amputer puis en crever. 10 minutes, ça va. On a commencé à 5 minutes. Bon, j'adore ce que vient de raconter Jacques. Ma première réponse sur le maximum de taux de fiscalité, etc., plausible toujours. Le mot est drôle, bon et vrai. Le seul progrès, c'est qu'il y a depuis un mois ou deux, pas beaucoup plus, un discours gouvernemental sur cet excès d'une habituelle netteté par rapport au passé. Pour le moment, ce n'est qu'un discours, on n'a pas encore vu la moindre conséquence concrète, mais enfin on verra. Sur la troisième question, je répondrai simplement que l'idée
de mentionner Griffuel. Ici est formidable, c'est un des plus immenses fondateurs du syndicalisme en France et un des plus oubliés. Et j'adore sa réponse, parce que, de fait, il est comme tout le monde réformiste, mais il est en France, où depuis la Commune, phrase de Simone Veil, dès qu'on lève la tête, il nous tire dessus. Fin de la phrase. Charte d'Amiens, déclaration CGT 1906, il n'y a pas de possibilité de sortir de la misère ouvrière autrement que par la collectivisation des moyens de production et d'échange. Et ça, ce ne sont pas des parlements bourgeois qui le feront. Nous condamnons cette idée de parti qui va négocier le déshonneur et la trahison de classe dans des parlements bourgeois. Et la révolution, comme ce sera l'appropriation collective des moyens de production et d'échange, elle ne peut se faire que dans l'entreprise, et l'entreprise, c'est nous, les syndicats, qui sommes présents. Acte de divorce. De là naît la coupure complète entre syndicats et partis, mais plus que la coupure, l'affairisation numérique, puisqu'il y a dissuasion des militants syndicaux d'adhérer dans les partis. Le Parti socialiste de France a toujours été, en pourcentage de la population, 10 fois moins peuplé de militants que ses collègues allemands, autrichiens, néerlandais, suédois, etc., etc. Et donc, le syndicalisme français, suite à la Commune, s'est auto-bloqué dans une vision révolutariste. Et Griffuel le dit, et j'aime assez cette réponse subtile, et j'aime bien que vous les citez, parce que c'est aussi une définition non illimitée, mais presque modérée, des ambitions. C'est que la révolution a été faite, grand Dieu. Ce qui m'amène à la quatrième question, je reviendrai vers la seconde, en fin de propos. Sur la quatrième question, que je vous demanderai d'impôt pour notre public et pour moi-même de reformuler d'une demi-phrase. Alors, c'était sur la... Ça, c'est Griffuel, c'était l'éthique de conviction. Et l'autre question, c'était sur l'éthique de responsabilité avec l'immaturité gouvernementale permanente dans ce gouvernement. Alors, on peut réfléchir un peu à ça, mais je nie que cette question soit d'un intérêt franco-français spécifique. C'est une question d'ordre mondial, qui concerne au moins toutes les démocraties. Les non-démocraties ont plus de temps pour s'occuper du futur. Désolé, c'est vrai. Le gouvernement chinois, il ne pense qu'à 50 ans. Le nôtre ne pense qu'à la prochaine campagne électorale par contrainte. Pas par trahison, par contrainte. Parce qu'il est dans une situation comme ça. Et c'est vrai un peu partout. Alors, ça amène à la deuxième question, qui était pourquoi, en France, les gouvernements font de la sinusoïde, des zigzags, sont imprévisibles, etc. C'est un peu plus compliqué. Il y a un parallèle avec la réponse à la quatrième question, mais il y a une spécificité française quand même. Cette spécificité française, on vient de l'évoquer en partie à propos de Griffuel. La plus profonde de cette spécificité, c'est que la France n'a pas la chance d'avoir eu l'histoire constituée chez elle des corps intermédiaires puissants et suffisants. Dans les partis politiques, je vais citer la gauche, c'est vrai aussi à droite, en pourcentage de la population, il y a 10 fois moins de monde qu'il n'y en a chez les pays voisins. Il y a 15-20 ans, quand je regardais ça d'un peu près, j'avais appris que les cotisants des clubs conservateurs anglais à la base étaient 3 millions. On était 100 000 au RPR de l'époque. Ils ont peut-être augmenté un peu, d'ailleurs. Ils disent un peu moins de bêtises que parfois les socialistes, et donc ils doivent se porter un peu mieux sur le plan numérique. Pas au point de peser. Même chose pour l'Allemagne. Il y a encore plus de membres du parti des deux, puisqu'ils sont distincts entre la Bavière et le reste. Ils dépassent le 1,5 million de membres. Mais je me souviens encore, parlementaire européen, de l'émotion énorme qui nous a tous pris quant au SPD allemand, Parti social-démocrate allemand. On avait décidé de changer les méthodes de désignation du candidat chez Céleri.
et de prendre un risque, de faire désigner par les militants. Pas une primaire, c'était interne. Il fallait la carte, bon, pas une primaire ouverte. Mais le suffrage universel des militants. Angoisse. Est-ce qu'on va être minorisé? On raconte partout qu'on est dans les 900 000. Vous vous rendez compte, on est en Allemagne. Panique à l'idée qu'on serait 650 ou 700 000 votants, il y aurait une espèce de déshonneur, de disqualification du discours officiel du parti, puis d'affaiblissement, de rigolade des conservateurs. Sans que personne soit allé vérifier les comptes, ni ne sache si c'est vrai ou s'ils truquent beaucoup, on accepte de 1,5 million ou 2. 850 000 votants, désignant Charpin. La France cavale après 120, 130 000 militants, quelquefois un tout petit peu plus. Donc, de ce seul fait, attention, je ne parle qu'Europe ici. Les États-Unis, c'est un peu différent. Il y a quand même du monde dans les machines électorales, que sont les comités de soutien qui constituent des partis, il y a du monde. Mais ce n'est pas comparable avec nos partis à nous. Je suis seulement en Europe. La volatilité des institutions politiques centrales françaises et du gouvernement est bien plus grande, puis ils sont rattachés à rien de pesant. Et c'est un peu terrifiant. Et curieusement, le caractère que je décris là est très français, parce qu'il est aussi vrai de la Flandre, de la Germanité, de la Scandinavie, de l'Angleterre, que de l'Italie ou de l'Espagne. Ils ont eux aussi c'est pas une affaire de catholicité ou de protestantisme. Curieux. Et d'ailleurs, il y aurait matière à une vraie recherche universitaire sur ce rejet par la France de l'associatif qui met le pouvoir en situation d'électro libre. Ma thèse est que la brutalité, la succession de révolutions de notre 19e siècle, et surtout la Commune, ont cassé le respect pour les références collectives. C'est incomplet, ça explique beaucoup à gauche, notamment la déclaration de divorce et l'anarchie, et la prétention de la souveraineté syndicale à définir jusqu'au modèle de société. Prenez une question, un beau jour, un chef de fraction, de tendance, dans un grand parti baptisé social-démocrate, pose un problème à l'Internationale. L'Internationale porte le nom de socialiste pour des raisons de simplicité de vocabulaire, mais ces grands partis s'appellent tous sociaux-démocrates, et elle est social-démocrate. Dans le parti ouvrier social-démocrate russe, il y a une vraie bataille interne. Le mot de majoritaire se dit bolchevique, minoritaire se dit menchevique. Le chef de la majorité, nommé Lénine, réussit à faire défiler, enfin pas défiler, à faire prendre les armes par les ouvriers en bagarre contre un pouvoir qui menait mal la guerre et parce qu'il pouvait la faire. Le pouvoir change, et Lénine dit à l'Internationale, c'est très joli nos rêves d'une société plus démocratique et plus ouvrière. Mais enfin les gars, soyez sérieux, si vous voulez vraiment y arriver, il faudra bien faire comme moi. Vous êtes trop gentils. Toute l'Internationale dit non, refuse. Sauf une grosse scission dans un seul parti, l'italien, où 35% des gars vont faire scission pour suivre Lénine. Chez tous les autres, on ne bouge pas. Et en France, le parti local social-démocrate, en congrès, se transforme en parti communiste. Le cas est une norme et demeure un mystère culturel. On sait d'ailleurs, tout ce qu'il y avait d'ouvriers lettrés, des compagnons ouvriers qui ont créé le syndicalisme, étaient morts au front. Et le congrès était fait des paysans de retour du front, ceux qui survivaient, en colère contre la guerre et qui ont voté sans savoir et sans culture. Comme ça qu'est né en France un grand parti communiste. Pourquoi je vous raconte ça? Pour regarder ce qui se passe du côté syndical. L'Europe entière, Dieu, le parti est obligé de choisir entre la thèse de Lénine et celle de la majorité qui dit jamais la violence, jamais un pouvoir assis sur la police, on ne fera pas comme toi, cher Lénine. Ça concerne aussi les syndicats, mais partout les syndicats disent eh oh, c'est une affaire du parti, on va tout de même pas, nous, se diviser, s'affaiblir dans la bagarre pour la paye, que le travail, que le parti se démerde. Et ça, c'est pas partout comme ça. Il n'y a pas un parti qui a bougé. Il n'y a pas...
Ça, c'est un hasard politique. Après, un syndicat qui a bougé. Mais en France, la commune plus la charte d'Amiens, les syndicats ont pris en charge la définition du projet de société qu'ils voulaient. Donc ils ne peuvent pas se débarrasser de cette question-là. Et la réponse est tellement difficile qu'on va se fractionner. Avant la guerre, ça donne la différence CGT, CGTU, unitaire parce que diviseur, bien entendu, c'est le vocabulaire, et après la guerre, ça donne la CGT face à la force ouvrière. Et à partir du moment où le mouvement syndical se fait maître de son projet de société, il a le droit d'évacuer aucun problème. Le nom du problème suivant, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait de Dieu? L'école et l'enseignement se font en son nom. On met des croix dans toutes les écoles. Partout en Europe, foutez-nous la paix avec ça. On ne va tout de même pas se poser des problèmes de division face au patron quand on discute la paix. L'affaire du parti. Et rien ne bouge. Certains partis ont des difficultés d'ailleurs, c'est pas facile. En France, naturellement, on fait scission une fois de plus. Mais dans le cas syndical, en France, il y a non-compatibilité. Et les chrétiens prennent leur propre syndicat. Il va se déconfessionnaliser et devenir la CGT 50 ans plus tard, mais à sa naissance, il s'appelle Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Ça va même jusqu'à cette découverte que les cadres, les salariés supérieurs, les gens convenables, qu'on aime avoir des salons, qui sont bien sapés, avec une belle cravate, mais qui ont aussi des problèmes de paye. Non de difficultés nulle part, surtout pas en Suède, surtout pas en Allemagne, même pas en Angleterre. S'incorporer des structures où on organise le combat des pressions pour le patron pour que l'argent vienne mieux. Pas de problème. Mais quand on se met à rêver à la société qu'on veut faire, les syndicats, ils n'écrivent pas, ils le laissent au parti. En France, le parti, il décrit la commune de Paris en grand. Il décrit la société ouvrière. Non compatible, non acceptable pour les cadres. Comme une fédération des cadres isolée. À cause de la charte d'Amiens et des divorces. Donc division. Le solde aujourd'hui, la Suède, 70% de syndiqués sur la totalité du personnel salarié. La capacité de signer des gros contrats. Avec une peur patronale d'ailleurs, chevillée au cœur. En 1907, la première. J'en ai pas eu après, vous devez comprendre. Grève générale. Cette bois. Les accouchés avec leurs nourrissons passent en Norvège pour trouver du lait. Tout le monde a peur. Et le patronat a tout cédé. Alors on s'en souvient. Il suffit que le syndicat Hello, avec ses millions de syndiqués, fronce les sourcils pour qu'immédiatement la négociation se fasse, sans esprit du côté patronal de refuser. Alors on va transiger, on va calculer. En France, on a 8,5% de syndiqués, presque tous dans le secteur public, et divisé entre 6 confédérations, c'est-à-dire une incapacité absolue d'avoir un front unique et des négociations communes. C'est un facteur d'isolement et de volatilité du pouvoir. Aussi, c'est un facteur de non-enracinement. Et curieusement, on a à regarder les mêmes subtilités dans la droite française. Culturellement, je connais moins. Oui, d'accord. Je sais. Mais je crois que j'ai fini. Je suis sur le déracinement. Non, tout de même une dernière chose. J'ai fait une allusion tout à l'heure, elle mérite d'être complètement creusée. Et notamment par des institutions éthiques, pardonnez-moi. Les médias. La télévision n'a pas la capacité technique de capter des attentions sur de l'explicatif, du non-affectif et du non-émouvant. Donc elle le balaye. Un homme, que lui aussi je considère comme aux limites du crime contre l'humanité, pour cause d'abrutissement délibéré des populations, a eu un jour le courage, ou la stupidité, de dire son métier. Il s'appelle Patrick Lelay. Mon métier consiste à préparer les cerveaux à la réception des messages de Coca-Cola. Et ça fait des sondages d'opinion, la pression sur le gouvernement, dans une quotidienneté absolue. Tout événement va produire des réactions, va jouer sur les résultats électoraux, mais sera délié de tout contexte, parce que le contexte est ennuyeux. C'est cette volatilité-là qui joue sur les gouvernements.
dans tous les pays à démocratie médiatique. La France étant plus fragilisée que les autres, puisque les structures sociales compensatrices n'ont même pas de poids. Je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là, sinon je vais me faire engueuler, puis je voudrais l'écouter.